Coucou tout le monde, coucou Anne-Claire. Bonjour Marie. Très heureuse aujourd'hui de démarrer cette chaîne et de donner la parole à Anne-Claire Méret. Donc Anne-Claire, quel bonheur de te retrouver, cette première interview. Merci, je suis très contente d'être là. Donc toi, tu es naturopathe, tu es coach de coach, tu es aussi auteur, autrice. Tu as écrit plein de livres, La naturopathie pour les nuls, Le miracle du jeûne, Une vie de préliminaire et d'autres encore. Brocoli, raclette et brocoli, je crois. Oui, c'est une Ça, c'est la saison saison. celui-là. C'est la saison. Oui. Mais Mais tu es bien plus que tout ça. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots peut-être sur toi? oui, merci Marie pour ton invitation et pour ces premiers mots. Donc, comme tu l'as dit, j'accompagne les accompagnants, donc coach de coach, ça va plus vite. Et puis, je suis aussi formatrice en coaching et je dirais que sous cette ombrelle de tout ce que je fais, en fait, il y a quelque chose de commun à tout ça, c'est que j'accompagne le changement. En fait, je suis, on pourrait dire, une activiste du changement, mais pas n'importe lequel, celui qui est en mouvement depuis l'espace du cœur, pour que les gens puissent se reconnecter à qui ils sont profondément et trouver le courage de se transformer, transformer leur relation aux autres et transformer leur contribution au monde. Waouh, génial. Merci en tout cas. Est-ce que quand tu étais petite, je pense à ça, c'est vrai que dans l'enfance, souvent, c'est quand même un terreau fertile de ce qu'on peut devenir ou de nos rêves, en tout cas qu'on peut mettre en action plus tard. Est-ce que tu avais un rêve particulier, une envie d'être ou de faire quelque chose? Quand j'étais petite, je crois que je voulais être danseuse étoile. C'était la première chose que je voulais faire. Et puis, la deuxième chose, c'était dessinatrice, parce que je dessinais tout le temps. J'étais une petite fille, comme je dis souvent, une petite fille d'intérieur, donc j'étais tout le temps dedans. Et je ne faisais pas de vélo ou de trucs comme les autres enfants. J'étais plutôt à lire beaucoup, beaucoup de livres, donc ce n'est pas étonnant que maintenant je sois auteure. Et puis à dessiner énormément. Donc j'étais plutôt une créatrice dans ce sens. Et qu'est-ce que tu dessinais? Je dessinais beaucoup des princesses et, euh, Ouais. et puis un peu de tout, un peu de la nature, des arbres. Ouais. Ouais, bah, finalement, tu es quand même très proche de la nature. La naturopathie, c'est comme une philosophie de vie aussi qui met le vivant et la nature au cœur de la pratique et de la vision de la vie. Oui. Tu t'as vécu aussi en Thaïlande. Bon, là, tu es un peu moins nomade ces derniers temps, mais sinon aussi au milieu de la forêt, enfin de la jungle. Oui, donc tes rêves d'enfant, peut-être tu les crées aussi. Tu es une créatrice toujours. Oui. Oui, c'est ça. Et puis, c'est marrant parce que c'est surtout quelque chose qui se déploie au fil du temps. Donc, c'est pas comme s'il y avait un chemin qui était prédéfini comme ça et qu'il fallait y aller. En fait, c'est vraiment la route qui est intéressante, c'est de reconnecter les petits morceaux de moi et puis de découvrir, de recoller des choses ensemble et de découvrir à quel point c'est intéressant de voir que tout est connecté, que rien n'est laissé au hasard, en fait. Et ouais, tout compte, chaque expérience, chaque ressenti, chaque rencontre, un jour prend du sens. Et quelles sont tes grandes valeurs aujourd'hui, Anne-Claire, alors? Quelles sont les valeurs que tu défends et qui te sont chères? Alors, la toute première, je dirais que c'est la liberté, Ouais. qui a été pas mal amputée cette année. En tout cas, la liberté géographique et la liberté de parole, cette année, ont été mises en difficulté. Mais il y en a une qu'on ne pourra jamais m'enlever, qu'on ne pourra jamais nous enlever, c'est la liberté intérieure, celle qu'on trouve euh, vraiment en nous quand on arrive à faire le calme vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur. Et puis après, quand on a plus de liberté à l'intérieur, on se rend compte qu'on peut trouver des façons d'être plus libre aussi à l'extérieur. Et donc, c'est ça qui est merveilleux. La toute première, c'est la liberté. Et je crois qu'on la partage aussi pas mal, toutes les Oui, deux. tout à fait. Euh, mm, Essentiel. Et puis après, je ok. dirais le courage, l'amour, la bienveillance, la joie. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est clair. Est-ce que ce serait le courage au service de l'amour et de la liberté, avec de la joie et l'élan et les élans Oui, comme elles ça? sont vraiment entrelacées en fait, mes valeurs de vie, comme souvent je pense en fait. Et même l'amour, je vois que tout à l'heure tu as parlé de mon livre sur l'amour. Dans ce que j'avais exploré, il y avait comment réconcilier la liberté et l'amour, qui ne sont pas du tout antinomiques, alors que pour certaines personnes, vu de l'extérieur, on pourrait se dire, soit je suis libre, soit je suis en amour avec quelqu'un et donc je suis attachée. Et en fait, il y a des moyens de réconcilier les deux pour pouvoir
les faire fonctionner ensemble. Pour moi, c'est qu'une affaire de créativité. La créativité, c'est aussi une de mes valeurs. Bien sûr. Et puis oui, pour rebondir là-dessus, sur l'amour et l'engagement, moi je crois au contraire que lorsqu'on s'engage, lorsqu'on est engagé, c'est comme ça qu'on devient plus libre et qu'on gagne en liberté en fait. Oui, tout à fait. Et tu sais, moi j'aime beaucoup, c'est mon thème un petit peu de prédilection, tout ce qui, dans l'archétype de la sorcière, toutes les sorcières modernes, et pour moi tu en es une aussi, puisque tu incarnes ta puissance. En fait, pour moi, la sorcière, c'est celle qui est connectée à elle, à ses cycles, mais aussi au cycle du vivant, et qui est une guérisseuse, toujours, peu importe ses outils, ses moyens, il y a toujours, voilà, on va toujours dans une transformation. La sorcière, elle transforme quelque chose, alors en elle, mais aussi elle aide, elle invite les autres à guérir et à se transformer. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une sorcière? Pour moi, une sorcière, c'est une magicienne. Je trouve que le mot sorcière, il a un peu connoté encore, il a cette petite touche un petit peu, comment on pourrait dire, pas très positive. Alors, Négative, ouais. c'est ça. Mais pour moi, la sorcière, c'est ni plus ni moins qu'une magicienne. C'est une grande femme extrêmement puissante. En fait, on dit femme, mais ça peut être aussi un homme qui arrive à connecter avec la magicienne en lui. Et donc, Bien sûr. c'est cette énergie-là, c'est cet archétype de puissance immense. Tu l'as dit, alchimiste. Et puis, oui, c'est ça, elle transforme le plomb en or, elle permet aux autres d'accéder à quelque chose. Ça peut être une guérison, ça peut être un épanouissement, ça peut être un sort, un bon sort, un gentil sort pour eux, Charme. pour le monde, un charme. Merci. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, ouais, merci. Non, mais voilà, tu vois, là, c'est vrai que c'est une belle image de la sorcière, de la femme en tout cas, ou de l'homme, effectivement, cette énergie-là. Les hommes, c'est vrai que dans nos milieux un petit peu de développement spirituel et de transformation, il y a plus de femmes pour le moment. Mais autant on est tous, je crois, voilà, on parle de féminin sacré. Moi, j'aime bien parler de féminin sacré, mais il y a aussi de masculin sacré. En fait, je crois que nous tous, on a à l'intérieur de nous des leviers de transformation, des outils magiques, en fait. Et Oui. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que tu dis ça parce que je vis avec un sorcier ou un magicien. ouais. Parce que mon compagnon, quand je suis arrivée chez lui, il avait un hôtel dans son salon, tu sais, un grand buffet, et le buffet était dédié à l'hôtel. Moi, chez moi, c'est un petit coin, hein. Donc, il est beaucoup plus sorcière que moi dans ce sens, avec énormément de gris-gris, de choses oui, mystiques dont il s'entoure pour pouvoir accéder à cet espace-là en lui et dans son rapport au monde. Oui, bah, de toute façon, c'est toujours ça, exact. Tu viens de le dire. Je trouve que tous les outils, les objets, les cristaux, les images, elles servent toujours à nous reconnecter, en fait, à notre intimité profonde. C'est ça. Et puisque tu me parles d'hôtel, justement, de tout ça, c'est associé, en tout cas, quand même, dans l'imaginaire, enfin, l'imaginaire, pour nous tous, à la spiritualité. Aujourd'hui, la spiritualité, elle est assez en vogue, et tant mieux, parce que les gens s'ouvrent, je crois, il y a des choses qui bougent. Mais comment tu la définirais, toi, la spiritualité? Pour moi, c'est une histoire de connexion à la source. Donc, pour moi, c'est... alors, peut-être je vais parler de comment j'ai reconnecté avec ma spiritualité. Je dirais qu'à un moment, donc quand j'ai découvert la naturopathie et que j'ai arrêté d'être dans une forme d'errance vis-à-vis de ma vie, errance médicale, errance émotionnelle, errance professionnelle, tu sais, quand j'ai arrêté de me sentir ballottée avec tout ça, j'ai senti que j'ai été comme rebranchée à la source. Et alors, on pourrait l'appeler, je sais que Thierry Janssen, qui est l'un de mes enseignants, l'appelle la présence. On pourrait l'appeler l'unité, on pourrait l'appeler l'univers, on pourrait l'appeler Dieu, peu importe comment on l'appelle. La vie, la lumière, Exactement. l'amour, ouais. Le Et plan. voilà le plan. Ouais. C'est comme si j'avais été d'un coup rebranchée. Pour moi, ça s'est passé depuis l'espace du cœur, parce que ce n'est pas quelque chose de mental, mais c'est quelque chose qui est plutôt dans la zone du cœur et du plexus. Et à partir de là, c'est comme si la vie avait pu couler en moi de nouveau, et qu'avant, c'était bloqué, c'était obstrué, c'était constipé. Si on reprend des termes de naturo, il n'y avait pas la place pour que la vie elle puisse circuler librement. Et après, la spiritualité, je la vis comme le fait d'honorer
cette connexion à la source qui coule en moi. Grâce à cette incarnation-là, ici et maintenant, Anne-Claire, tu vois, c'est ça. Oui, ton corps, ta personnalité. Ouais, c'est beau. Exactement. C'est beau, merci pour cette définition. Et justement, tu disais que avant, tu t'étais un petit peu ballottée par ta vie, tes vies, les sphères de ta vie, ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. Tu mettais un petit peu le pouvoir peut-être à l'extérieur de toi. Comment ça a changé? Alors, je sais comment ça a changé parce que tu as eu un petit souci de santé ou quelque chose qui a. Voilà. Mais est-ce que tu pourrais nous dire qui étais-tu avant et comment ça a switché? Et aussi, du coup, comment en fait on peut incarner, voilà, justement, un peu plus sa puissance. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire aussi, un peu plus incarner qui on est, reprendre le contrôle et enfin remettre le contrôle à l'intérieur de soi. Merci pour cette question, parce que les gens croient toujours que j'ai toujours été calme, genre un petit Bouddha. Mais je crois que j'ai toujours été comme ça. Non, mais alors, on va casser les mythes. En général, les gens qui deviennent des accompagnants, c'est des gens qui ont eu des gros problèmes avant et qui ont trouvé des solutions pour les régler et pour aider les autres après. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même souvent le cas. Des guérisseurs, moi j'appelle ça des guérisseurs guéris. Voilà, c'est ça. C'est exactement mon chemin aussi. Donc, j'ai eu en gros 28 ans d'insomnie, de détresse émotionnelle, de stress vraiment à m'en nouer le ventre, d'angoisse, d'anxiété, tout ça. Et pour moi, c'était surtout l'insomnie. Parce que bon, mon père était insomniaque, tout ça, j'ai récupéré tout ça, le cadeau de la famille. Et c'était vraiment très dur. Donc, j'étais flottante. J'étais comme… quand tu dors pas bien, tu vas pas bien de toute façon. Parce que tout est déséquilibré, en fait. Ton sens de la réalité, ton rapport aux autres, ton lien à la fin, tes cycles ils sont complètement détraqués. Donc, rien n'allait dans le bon ordre, en fait. Et c'est à partir de là, en fait, c'est vers 28-29 ans, j'ai eu un gros choc où, en fait, je me suis dit, je peux pas continuer à vivre comme ça parce que je suis en survie. Je suis pas dans la vie. Et je suis allée à l'hôpital. Et à l'hôpital, le chef de service de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière du service du sommeil m'a dit, il faut faire quelque chose et c'est pas médical. Vous allez aller voir une sophrologue naturopathe et elle va vous aider à trouver votre rythme. Et c'est à partir de là, en fait, ça a été un grand tournant pour moi, le fait que ce monsieur qui était du milieu conventionnel me dise, allez voir quelqu'un, là, je lui fais confiance, elle va vous aider. Ça a tout changé parce que cette dame que je suis allée voir, elle m'a remis mon pouvoir entre les mains. Elle m'a dit, tu vas voir, tu vas savoir faire. Donc, c'est une sorcière aussi à sa façon. Ouais. Dani, merci Dani d'avoir été là. Et elle m'a permis de récupérer ma puissance parce que jusque-là, je me considérais comme une victime. Oh, j'avais pas de chance. Je passais des nuits pourries. C'est pas de bol. Il y a des gens qui arrivent à dormir comme un bébé et pas moi. C'est pas de bol. Oui, en plus, ça venait de ton père, donc bah, c'est comme ça, ça se transmet et puis on peut rien faire, c'est conditionné. Et puis, exactement. Tu prenais des médicaments, j'imagine, ou des choses comme ça? Somnifères, dépresseurs, anxiolytiques, décontractants, j'ai eu toute la totale, quoi. Et ça a vraiment été mon grand tournant, en fait, de comprendre que c'était mes journées qui conditionnaient mes nuits et que j'avais la main sur la qualité de mes journées. Et jusque-là, j'étais une grande victime de mes nuits. Eh oui. Tu subissais ta nuit. Complètement. Oui, en plus, la nuit, bon, les naturaux le savent, mais tout le monde, c'est le moment où tout le système psychique se remet en place, s'ajuste. Donc, quand on dort mal, on ne peut plus gérer, en fait. Émotionnellement, on est dépassé. Physiologiquement, c'est très compliqué de reprendre le contrôle de sa vie. Ouais. Oui, hormonalement. Dur. Et puis aussi d'un point de vue de la mémoire, etc. Donc, j'avais toujours des bonnes excuses pour aller mal, tu vois. Oui. Et oui. Oui, tu avais un mauvais sommeil, donc tu avais des mauvaises journées, donc tu étais malheureuse, et puis malheureuse. Oui, j'étais malheureuse. Oui, donc tu étais quand même consciente que… Est-ce que tu avais conscience de ce qui troublait, de tes troubles, en fait, derrière l'insomnie, de ce qui se cachait? Non, j'avais pas conscience. J'étais proactive, dans le sens où j'avais vu pas mal de médecins, j'avais aussi vu des psys, mais qui n'étaient pas ouverts au milieu non conventionnel. Donc,
j'ai quand même tourné en rond pendant un bout de temps. Parce que sans être psy, on sait, enfin après c'est les psys qui disent ça, mais qu'il y a toujours derrière des grandes insomnies une angoisse de mort. Hein. Dormir, c'est aussi un lâcher prise, c'est Lâcher aussi une prise. petite mort, c'est d'un coup, voilà, lâcher le contrôle et se laisser aller. Oui. Ça, je l'ai compris grâce à Dani, rééducation du sommeil avec la sophrologie et la naturopathie. J'ai vraiment compris que c'était OK de lâcher. Et ça a été, merci d'en parler, c'était vraiment très, très important. Et j'ai aussi suivi un cycle de biofeedback avec ce même hôpital. Donc, le biofeedback, on vous met des capteurs et vous observez en fait vos constantes qui se transforment à mesure que vous vous détendez. Et donc, vous voyez en fait que vous arrivez à vous détendre parce que la courbe devient plus harmonieuse sur l'écran. Et c'est juste génial. Oui, mais tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à l'importance justement des médecines complémentaires, parce que la médecine allopathique, elle a aussi un rôle et une place, mais en complémentarité avec les médecines non conventionnelles, on les appelle ça comme ça, ou parallèles, ou naturelles, ou je ne sais pas. Toi, tu en es un exemple concret. Ça a quand même, voilà, cette rencontre, cette sophrologue, elle a permis de te donner une autre clé de lecture de ton problème, qui a ouvert du coup mais un milliard de portes. Oui, Et je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup à être stressé ou à avoir des angoisses ou des insomnies. Alors, peu importe comment l'angoisse, elle se manifeste, tu vois. Mais on a aussi la chance, je trouve, de vivre dans un monde où il y a tellement de thérapeutes, de thérapies, de moyens aussi d'aller se guérir, se reconnecter à soi et comprendre ce que le corps il exprime ou le trouble. oui. Ouais. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus accessible qu'avant. Donc moi, c'était quand même il y a 9 ans. Donc c'était un peu plus accessible qu'avant, mais moins que maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, mais c'est aussi parce que je vis dans ce monde-là à 100% maintenant, mais j'ai quand même l'impression qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses et qu'on porte notre voix aussi beaucoup plus fort maintenant. Et que les gens sont plus prêts à nous écouter. Il y a vraiment des choses, il y a des choses qui se sont passées ces dernières années qu'on ne peut pas ignorer. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Et tant mieux, hein, s'il y a une émergence aussi d'une ouverture. Je crois que les gens. Est-ce que l'instinct revient? Je ne sais pas. Moi, j'ai foi. J'espère qu'on va récupérer notre instinct, notre intuition, parce que souvent, on se tourne vers les médecines naturelles ou non conventionnelles parce qu'on a tout essayé. Oui. Et c'est OK, mais c'est dommage parfois d'atteindre un peu des. Voilà, quoi, de perdre du temps. C'est comme. Bon, toi, tu es coach de coach. Et c'est comme pour quand on lance des activités ou quand on a pas mal de croyances, de barrières, c'est quand même génial d'accepter l'aide de quelqu'un, de demander l'aide de quelqu'un pour aller mieux et pour en fait ça fait gagner un temps fou et la vie malgré tout elle est courte même Ouais. si voilà. Toi aussi je sais que tu as ce rapport là avec la vie, avec le fait de mourir, d'accepter la mort comme justement pour plus se connecter à la vie encore et vraiment la vivre quoi à Oui. fond. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai commandé un livre de Osho qui est arrivé hier à propos de la vie et de la mort. Et en fait, la vie, c'est pas le contraire de la mort. En fait, beaucoup de gens disent que c'est l'opposé, mais c'est pas du tout l'opposé. La vie, c'est une continuité. Et puis après, bon, bah voilà, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, après, il y a certainement autre chose, ou il y a du moins un retour à l'unité ou à la source. Et la mort, c'est juste une partie du chemin. C'est juste une transition, en fait. Et plus vite on accepte ça, alors après, on peut avoir peur du passage, du moment où on va switcher. Voilà, on va le vivre plus ou moins sereinement. Et puis, ça dépend aussi si c'est quelque chose à laquelle on s'est préparé. Je pense qu'on devrait tous se préparer à mourir. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et une fois qu'on a accepté ça, on peut s'autoriser à vivre pleinement. Et je crois que ce qui est plus difficile dans la vie, c'est de partir sans avoir été pleinement qui on aurait souhaité être, en fait. Et à partir du moment où on vit pleinement tous les jours, cette incarnation, elle peut se terminer. On se dira, c'est bon. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. J'ai aimé qui j'avais à aimer. J'ai créé ce que j'avais à créer. Et voilà. Et c'est fini. Et c'est OK. Et tu vois, quand tu dis que justement, on peut avoir peur de mourir, et c'est assez tabou en plus, en tout cas dans notre société, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt peur de vivre? Parce que, comme tu le disais, pour toi-même, et je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là, à être en survie. Et en fait, c'est la peur d'être vivant, la peur d'écouter justement nos élans, nos rêves, nos aspirations, qui on est vraiment à l'intérieur, cette petite voix qui te dit, mais si, mais tu es ça, ou vas-y, ou crois-y, tu vois. Est-ce qu'on n'a pas plus peur de nos espoirs et de toute cette vitalité
que de la mort, que du fait d'être, voilà, d'accepter de mourir. Parce que quand on est à côté de sa puissance, quand on vit, quand on survit, quand on n'est pas vivant, quand on la sent pas pleinement au quotidien, tu vois, moi je sais que la naturopathie, je dis ça et ça paraît cliché, ça a changé mon regard sur la vie. Mais c'est vrai, ça veut dire que chaque jour, quand j'ouvre les yeux, je regarde le ciel, qu'il soit gris, noir, bleu, je me dis oh, merci la vie, quoi. Je suis là, j'ai des yeux et je respire et je me sens vivante. Et donc vivante, voilà, avec tout ce que ça veut dire, avec toutes les possibilités, ce que tu disais, de créer, de vivre, d'aimer, de dire, d'exprimer, de ressentir, de rêver, de jouir, tu vois, de tout, quoi, en fait. On a un panel. Et est-ce que, voilà, est-ce qu'on n'aurait pas plus peur de la vie, vraiment, avec Mais le si, courage que ça peut demander, que de la mort? merci, merci de dire ça. Et c'est exactement ça. Et avec tout cet enthousiasme, avec tout ce feu que j'ai senti en toi, en Ouais. fait, on a peur d'être vivant parce que, je crois, hein, on vit dans un monde qui n'est pas très, très vivant. On vit dans un monde où les gens sont un peu en demi-teinte, où ils sont pas... euh, ils sont un peu tristounes, quoi, et où ils suivent la norme. Et en fait, je crois que nous, quand on se reconnecte à la source, quand on se replugue sur la vie, et quand on sent qu'il y a ce débordement de gratitude et cet enthousiasme et tout ça, on est un peu comme de nouveau des enfants. Et les enfants, ils ont ce truc où en fait, ils n'en ont rien à faire que les adultes soient un peu dans la norme et un peu éteints. Eux, ils continuent d'être des enfants jusqu'à ce qu'ils essayent de s'adapter à la norme. Et Ouais. le travail une fois à l'âge adulte, où nous, quand on a refait cette reconnexion à la source, c'est de cultiver cet enthousiasme et cette gratitude. Et naturellement, en fait, on brille et on rayonne certaines choses. D'un coup, on commence à honorer nos valeurs, on commence à devenir des protectrices de la vie et de la nature en général. Et il y a quelque chose qui devient très, très puissant et très, très fort. Et c'est Marianne Williamson qui dit, dans son discours qui est très connu, notre peur la plus puissante, notre peur la plus importante n'est pas que nous soyons pas puissants, mais au contraire que nous soyons puissants Ouais. au-delà de toute mesure. Oui, Et on a toujours peur de notre propre puissance, en fait. c'est ça. Parce que je crois que la puissance n'a pas été forcément très bien vue et ce n'est pas ce qui a été récompensé aussi dans notre société. Ce qui était récompensé, c'était ceux qui ne font pas de vagues, ceux qui ont une intelligence mentale, ceux qui arrivent à apprendre par cœur, ceux qui arrivent à, tu vois, des choses qui étaient très, pour moi, qui appartiennent à l'ancien paradigme. Ça, c'est fini. Ça, c'est C'est clair. certaines choses vont nous servir parce qu'elles sont pratiques, mais c'est pas ça qui va être, c'est pas ça qu'on emmène en fait dans la suite des événements. Ce qu'on Non. emmène, c'est notre connexion à la puissance, c'est notre connexion à la source, c'est notre capacité à nous autoriser à nous sentir puissants et à autoriser les autres implicitement à le faire aussi pour qu'on se retrouve dans une société puissante. Et je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on soit désempuissancé à ce point-là, collectivement. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'ordre spirituel, comme tu sais, quelque chose qui est comme un sort spirituel qui nous a été jeté collectivement. Je ne sais pas si c'est vraiment les hommes qui l'ont Les créé. Indiens le disent, hein. Les Indiens, les Amérindiens le disent, hein, que le prévoient depuis longtemps qu'on allait vivre ça. Ça fait partie des Incas aussi, je crois. Enfin, il y a pas mal de sagesse ancienne qui allait prévoir qu'à un moment, le monde allait se passer comme ça, donc se diviser pour justement se retransformer avec ceux qui aident les autres à s'éveiller et à changer les paradigmes, en Ben fait. voilà, Donc, c'est ce qu'on vit. on y est. J'espère que ça va pas durer non plus 100 ans. J'espère qu'on verra le changement, même si on le sent peut-être à l'intérieur de soi. J'espère qu'on le verra vraiment rayonner dans le monde, ce changement-là. Comment tu définirais la puissance? Alors, en quelques mots, comme ça, c'est un mot qui fait peur peut-être, parce que parfois elle est associée au pouvoir. Donc, le pouvoir, on voit ce que ça peut donner si on le met à l'extérieur de soi, notamment. Mais la puissance, ouais, pour toi, simplement, qu'est-ce que c'est? Pour moi, la puissance, c'est de la force, c'est aussi de la lumière, c'est aussi comme une posture où en fait dans le pouvoir, on sent qu'on est un peu vers l'avant et qu'on a envie de prendre quelque chose à quelqu'un. Tu sais, dans le pouvoir, c'est ça qui font hein, les grands de ce monde, les petits qui jouent aux grands, qui prennent des choses aux gens. Et en fait, la puissance, pour moi, elle est beaucoup plus posée. Elle est comme une lionne ou une panthère. C'est plutôt féminine, alors que le pouvoir est plutôt masculin. Et la puissance, elle est posée et elle rayonne de sa lumière.
et de sa force. C'est comme ça que moi, je me la représente. Et la puissance, elle est bénéfique, en fait, dans le sens où, dans son rayonnement, elle permet aussi la puissance des autres. Donc, la puissance, elle n'est pas puissante parce qu'en face, elle a quelqu'un qui est petit. Alors que dans le pouvoir, il est puissant, je sais pas, il n'y a pas de mot pour ça, mais il est dans son pouvoir parce qu'il y a quelqu'un en face qui est carpette, tu vois. Ouais, Et dans la bien sûr. puissance, il n'y a pas besoin de ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus circulaire. Alors que le pouvoir est hiérarchique et la puissance est circulaire, elle est connectée, interconnectée en fait. En fait, ça me fait penser à... Parce qu'effectivement, la phrase de Marianne Williamson qui dit qu'on a peur que de sa puissance, je la comprends. Alors, c'est très inconscient, je pense, parce que quand on est bien dans sa puissance, c'est-à-dire bien, bien souverain, souveraine, assis dans son trône, euh, lucide de nos forces, nos capacités, nos dons, mais aussi nos faiblesses, parce que on ne sait pas tout faire, et puis c'est pas grave, on peut apprendre, on peut, enfin, la vie, elle est faite pour ça. Je crois qu'en fait, quand on est là-dedans, tout va très bien, et que c'est à ce moment-là qu'on va pas aller écraser les autres, parce qu'au contraire, on se nourrit, c'est en aidant les autres, même en rayonnant nous, notre bien-être, que notre puissance, elle grandit. Oui. Tu vois, j'ai ce sentiment-là. Et c'est peut-être ça l'amalgame qu'il y a. Les gens, ils pensent que la puissance, c'est prendre le pouvoir des autres et absorber en fait par la faiblesse ou la manipulation. Moi, je crois que c'est tout l'inverse. C'est comme l'amour, quoi. Quand tu es dans un espace d'amour inconditionnel, tu n'as plus peur de manquer, tu n'as plus peur qu'on te prenne une place ou qu'il n'y en ait pas assez. Tu sais qu'au contraire, plus tu donnes, plus tu reçois et que c'est illimité. D'ailleurs, je fais des gestes, tu vois. Mais et le soleil qui revient. Ouais, merci. Non, c'est intéressant ces mots, parce qu'après qu'on les entend beaucoup, et puis bon, parfois c'est peut-être un peu flou. Alors comment on l'incarne cette puissance Alors, concrètement? je crois que c'est entre soi et soi, que c'est pas quelque chose qu'il faut chercher à incarner d'abord vis-à-vis du monde. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se reconnecter à la source, ou à Dieu, peu importe comment on a envie de l'appeler, et de se reconnecter à sa puissance pour soi. Ça peut passer par l'ancrage, muscler son courage. Ça peut passer par se rendre compte qu'on peut passer à l'action et qu'on est dans une forme de mouvement avec une confiance en soi et une confiance dans la vie. Et petit à petit, on commence à se redresser. C'est aussi physique, hein. Je pense qu'il y a quelques années, je ne me prenais pas comme ça, avec les épaules ouvertes, la tête haute. Je pense qu'avant, j'étais un petit peu ratatinée, que tu vois, que je ne me sentais pas puissante, même dans ma posture. Donc, petit à petit, c'est retrouver une posture où on se sent bien sur nos deux jambes, où on peut ouvrir le cœur sans avoir besoin de le protéger outre mesure, où on se sent voilà, ouverte et capable d'être dans la création de sa vie avec une certaine confiance. Et puis petit à petit, on laisse grandir. On laisse grandir, on laisse grandir. Je pense qu'il ne faut pas griller les étapes et que petit à petit, on devient un contenant qui est de plus en plus capable d'accueillir plus de puissance. Et que ça ne sert à rien d'aller trop vite, en fait. Ça marche pas de toute façon, non? Non. Non. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on est tout le temps en évolution, et puis on change et on ouvre. Ça me fait penser un peu à l'amour de soi. Tu sais, moi j'ai beaucoup travailler là-dessus. Je sais pas beaucoup de mots, ce que travailler, mais j'ai beaucoup cheminé sur ce chemin et en fait, ça ouvre des portes, des graines que tu plantes, mais en fait, il faut les arroser quotidiennement, c'est quelque chose. Et puis la graine, moi, c'est ce que j'aime aussi dans la co-création, dans cette idée-là, même en soi, c'est qu'on met des graines, mais aussi la graine, elle va faire sa vie. Donc moi, je suis un bon parent pour ma graine, je veille sur elle, je lui donne de l'amour, je l'arrose, mais ensuite, la graine, elle va aussi faire son chemin et devenir la plante, la fleur, un arbre. En fait, je sais pas vraiment ce que c'est pas grave. Et je crois que c'est là aussi où il y a la question du lâcher prise, qui est hyper important. Mais toi, je sais que tu transmets aussi cette valeur-là de co-création avec la vie, en fait. Oui, c'est ça. Et je crois que c'est pareil avec la vie à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur. Merci pour tes mots. Et aussi, j'aime ce que tu as dit sur le fait d'être un bon parent pour toi et d'être une bonne jardinière pour toi-même, Oui, pour arroser ta graine. Parce que je crois que l'une des choses qui est difficile aujourd'hui dans notre société, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, le pouvoir est remis à l'extérieur. Et en fait, la puissance est remise à l'extérieur. Et en fait, il y a un gros travail alors on n'a pas de mot en français, c'est reparentialisation. En anglais, c'est reparenting, où en fait, on redevient son propre parent intérieur. Et on reconnecte avec sa mère intérieure
On reconnecte avec son père intérieur. Et quand on arrive à faire ça, on développe une autorité intérieure. Et pour être une bonne magicienne, il faut avoir de l'autorité pour soi, vis-à-vis de sa vie en fait. Et après, on a de l'autorité dans le monde. Et l'autorité, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est positionné en fait. C'est une forme de souveraineté pour moi. On a de la souveraineté. Et si on remet tout ça à l'extérieur, parce qu'on a eu l'habitude de le faire avec papa, maman à l'extérieur, avec l'école, avec son patron, avec le gouvernement, avec le système de santé tel qu'il est proposé aujourd'hui, bah, en fait, ça ne marche pas. On a remis à l'extérieur toute notre puissance et notre souveraineté. Donc, pour moi, ça commence aussi par ça. C'est vraiment, voilà, la graine qui est là à l'intérieur, qui est-ce qui peut en prendre soin? Quelle est la meilleure personne qui puisse en prendre soin? Il n'y a jamais personne qui peut prendre mieux soin de la graine d'Anne-Claire qu'Anne-Claire. C'est pas possible. Donc, Mais oui, mais c'est ça qui est magique aussi, tu vois. C'est pour ça qu'on est tous des créateurs et qu'en fait, c'est à nous de planter nos graines. Alors peut-être d'assainir le terrain avant. C'est peut-être le rôle des coachs et des accompagnants ou de tous ceux qui nous aident à nous transformer. Voilà, on déblaye un peu le terrain, on remet un petit peu des ingrédients qui manquent pour nourrir cette terre, ou au contraire, on enlève un petit peu ce qui l'étouffe. Et ensuite, on plante nos graines et waouh, on devient des jardiniers créateurs du monde, de la vie intérieure, extérieure. C'est canon. ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, si tu avais une baguette magique, je sais que tu en as une, mais Pas qu'une. ouais, je sais que tu en as plein. Qu'est-ce que tu changerais avec ta baguette magique tout de suite comme ça? Alors, je changerais quelque chose. Alors, je ne sais pas comment je m'y prendrais. Peut-être je passerais par le système scolaire et les entreprises, je ne sais pas encore. Mais je ferais en sorte que tout le monde ait accès au coaching. Parce qu'en fait, j'ai une vision, et ça, c'est vraiment en parlant avec Kairo que j'ai compris ça. Kairo qui était mon coach, et avec qui je co-enseigne maintenant des formations de coaching, où en fait, il a eu un mot, une phrase, il a dit: le jour où le mot coaching, on n'en aura plus besoin pour parler dans le langage courant, parce que tout le monde saura se connecter à sa propre puissance personnelle et créer sa vie, on aura rempli notre mission. Et rien que d'y penser, là, tu vois, ça me donne des émotions, parce que c'est ça à quoi j'aspire pour le monde. Le fait que tout le monde puisse avoir accès à sa propre puissance personnelle et créer. Et bien voilà, en fait, ce que je souhaite, c'est que le mot coaching disparaisse du vocabulaire, parce que tout le monde s'auto-coach. Et tout le monde a compris à quel point c'était important que chacun et chacune se sente puissante. C'est ça mon rêve. Et je te ferai comme ça, baguette magique, en une génération, même pas en une génération, en 10 ans, c'est réglé. Génial, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, moi aussi, il y a plein d'émotions là. Non, mais c'est puissant, hein. Effectivement, la puissance, justement, ouais. La souveraineté, l'autonomie, Ouais. la liberté, et du coup, le champ des possibles. Parce que c'est vrai qu'on est ici quand même pour vivre une vie, hein, et la vivre à fond. Ouais. Et merci beaucoup, Anne-Claire, pour tout ça, pour tous ces mots. Merci d'être là, d'aider les autres à accéder à leur liberté, leur puissance, leur autonomie. J'étais très heureuse de faire cette première interview de Parole 2 avec toi. Moi aussi. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à la chaîne pour rencontrer les prochains invités, les prochains magiciens et magiciennes. Et je te remercie vraiment du fond du cœur Moi aussi. pour tes mots, ta présence et d'être toi. Merci pour ta magie. À bientôt, Marie. À bientôt, Anne-Claire.